retour pour une petite vidéo. Ouh, les cheveux, jolis. De retour pour une petite vidéo. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venue par ici, même quelques semaines. Pour la simple et bonne raison que je manquais totalement de temps. Il y a eu les fêtes de fin d'année, on a eu de la famille à la maison. Et surtout avec un petit garçon en bas âge qui gazouille, qui marche partout. Quand il est avec moi, c'est assez compliqué de tourner. J'ai bien essayé, sauf que forcément, lui veut choper les livres, tourner les pages et apparaître dans le champ. Et j'y tiens pas forcément. Du coup, plutôt que de faire les choses à la va-vite et pas au top, j'ai préféré juste stopper voilà, quelques semaines le tournage de vidéos. Mais là, je suis un peu en chômage partiel en fait, je travaille que quelques jours par semaine. Du coup, comme il est à la crèche, je suis tranquille à la maison et je peux du coup prendre le temps de tourner cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu pas mal de livres ces 15 derniers jours, je dirais. Et j'ai quelques livres que j'ai terminés dont je voulais vous parler. Je sais pas par quoi je commence. Est-ce que je commence par les réceptions? Allez, je commence par les réceptions. Ça c'est Sophie des éditions JC Lattès qui m'a proposé de m'envoyer ce roman, me disant que ça allait très certainement me plaire. La première faute de Madeleine Métayer. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge irritée, je risque de faire des petits bruits pas très sympathiques. Je vais essayer de me retenir. Du coup, ce roman, il s'agit de quoi? Il s'agit de qui? Surtout de Valentine et François qui se rencontrent à l'université quand ils ont 20 ans. Ils tombent donc éperdument amoureux, premier emploi, premier appartement ensemble, premier enfant et le mariage. 10 ans plus tard, François est devenu grand reporter, Valentine est éditorialiste. Ils ont 3 enfants et toute la famille idéale, pourtant quelque chose dissonne. Peu à peu, sous le vernis des apparences, se révèlent les secrets et les fautes enfouies. Donc ça a l'air d'être un roman assez passionnant qui, je pense, analyse du coup cette histoire de ce couple qui a l'air, semble-t-il, plutôt parfait, mais si on gratte un peu, c'est pas ce qu'on croit. J'aime bien ce genre de roman. C'est une thématique en fait qui est souvent abordée dans les romans. Mais par contre, à chaque fois, c'est vraiment abordé de façon complètement différente et je trouve que chaque romancier arrive à révéler de ce cas de figure du couple qui se dissout à cause de non-dits, de faux semblants, arrive toujours à apporter, chacun arrive à apporter leur pierre à l'édifice, on trouve. Et je trouve que chaque traitement est vraiment très différent pour le coup, malgré la redondance de cette thématique traitée. Donc avoir la première faute, je ne l'ai pas encore lu, hein. Je l'ai reçu, il a dû sortir, quand est-ce qu'il est sorti? Ah mais non, mais en fait il sort en février, il n'est pas encore sorti. Ah mais j'étais persuadée qu'il était sorti, il faut que je vérifie. Mais a priori il n'est pas sorti. En plus j'adore en fait les éditions JC Lattès, surtout cette collection, parce que c'est écrit assez gros, c'est pas des gros pavés. Là on est sur combien de pages? 329 pages, donc franchement ça va, ça se lit assez bien, surtout si l'histoire est passionnante. Autre réception, là j'en ai, je vais prendre les 4 là, des éditions Charleston. Ah mais j'ai des épreuves non corrigées. Donc, je commence par les éditions définitives. Là c'est 3 formats poche. En fait les éditions Charleston, du coup dans le cadre du programme des lectrices Charleston, nous ont proposé de recevoir les dernières parutions les dernières parutions poche. Et du coup, j'ai sélectionné ces 3-là. Le 2 de Martine Delhomme, Le Pacte du Silence et Le Choix des Apparences. Le Pacte du Silence, il s'agit donc d'Elisabeth qui, depuis 24 ans, garde un secret. En fait, son mari qui s'appelle François, enfin son ex-mari même, elle a toujours fait croire qu'il avait disparu et en réalité il est en prison et c'est la mère, il me semble, d'Elisabeth. C'est la mère d'Elisabeth, est-ce que j'avais lu ça? Qui du coup je crois révèle un peu le poteau rose, ou non pas du tout. Je sais plus, mais en tout cas le fils du coup d'Elisabeth, Louis, découvre que son père du coup n'a pas disparu, mais qu'il est en prison. Enfin du coup c'est encore une fois une question de mensonge, de secret de famille et de manipulation.
quand je vous disais que j'avais la gorge un peu irritée. Et le second, c'est le choix des apparences, où il est question d'une avocate spécialisée dans les divorces qui s'appelle Camille, qui est témoin en fait d'un événement assez traumatisant. Et du coup, elle décide de s'échapper en Bretagne à Douarnenez et elle va du coup littéralement changer de vie. Donc ça, c'est les deux de Martine Delhomme. Pareil, c'est des petits romans qui, je pense, se lisent très bien. Et j'adore les visuels, j'adore les couvertures. Elles sont vraiment sublimes, je trouve. Si ça brille pas trop. Et le troisième, c'est un roman de Lucy Diamond, Rendez-vous au Café du Bonheur, qui fait partie du coup d'ailleurs de la sélection prix des lectrices. Alors je n'ai jamais lu de roman de Lucy Diamond. J'en ai reçu un autre là en grand format que je vous présenterai tout à l'heure, dans la même veine que celui-ci d'ailleurs, je crois. Tout le monde n'arrête pas de vanter les mérites de Lucy Diamond. Je pense, faudrait vérifier, mais que chez Charleston, alors on nous l'a dit, parce qu'on a eu une visio avec toute l'équipe éditoriale de Charleston, et ils nous ont dit que l'auteur qui se vendait le mieux chez Charleston, c'était sans aucun doute Lucinda Riley, avec notamment sa saga des 7 sœurs. Mais il me semble que Lucy Diamond doit aussi faire partie du top 3 des auteurs les plus vendus chez Charleston. Là, il est question de Evie Flynn, je ne sais pas si on dit Evie Flynn, je dirais, qui du coup a une vie un petit peu plan-plan, elle kiffe pas du tout son job, son fiancé fait pas forcément rêver, et sa tante va décéder et va lui léguer un café. Un café ? Ouais, c'est ça, un café. Je pensais que c'était une librairie, mais non, c'est un café sur le port de Carrowen Bay. Pareil, changement de destin. J'aime bien en fait ces changements de destin de femmes qui vont avoir toutes des vies très différentes. Là, il est question d'une femme un petit peu paumée dans une vie un peu plan-plan. Juste avant, il était question d'une avocate et qui du coup ont cette capacité de complètement changer de vie. Alors un parcours qui n'est pas forcément sans embûches, hein, comme tout changement de vie, mais je trouve que ça fait du bien. C'est des livres assez positifs et avec des thématiques dont on a besoin en ce moment, où je pense que beaucoup se posent cette question de mais que va-t-on devenir demain et que va-t-on faire demain, et je sais qu'autour de moi j'ai pas mal de personnes qui se disent mais en fait moi je vais littéralement changer de vie, là ma situation actuelle notamment avec la pandémie, il y en a marre, donc allons-y, gros virage quoi. Et je trouve que c'est vraiment des romans assez inspirants. Et là, c'est l'héritage de la villa aux étoffes d'Anne Jacobs. Alors, c'est le tome 3 de la saga de la villa aux étoffes, qui est assez volumineux. Il fait combien de pages celui-ci ? Ah ouais, j'aurais dit 500, mais on a un peu plus de 500. 560 et quelques. Donc, c'est le tome 3 de la saga de la villa aux étoffes. Et alors, cette saga a conquis 3 millions de lecteurs et je ne fais pas partie des 3 millions de lecteurs. Pas que je n'ai pas du tout été convaincue, mais en fait, je n'ai absolument pas lu cette saga, et on a reçu le tome 3. Normalement, on devait le lire en ENC, en épreuve non corrigée, dans le programme des lectrices Charleston, et en fait, pas. Du coup, ils nous l'ont quand même très gentiment envoyé, mais il va me falloir que je me procure, ou il va me falloir les 2 premiers tomes de la saga pour que je puisse rattraper l'histoire. Après, peut-être que, je vais demander aux lectrices Charleston, mais peut-être qu'on peut lire le tome de façon totalement désolidarisée des 2 autres, sans pour autant être perdu dans l'histoire. Je vais leur demander. Donc ça, réception Charleston, réception HarperCollins. Quand j'ai reçu le communiqué de presse pour ce roman, j'ai trouvé la thématique de ce livre tellement fun et ça me rappelait tellement de souvenirs que je l'ai demandé en fait. J'avoue, j'ai craqué et il sort. D'ailleurs, il faut que je me dépêche de le lire. Il sort bientôt, hein. Il sort fin janvier. J'ai plus la date exacte. Bref. Ce roman, c'est celui-ci qui s'appelle Jean-Jacques. Ce prénom vous dit bien sûr quelque chose, puisqu'il s'agit du Jean-Jacques de Jean-Jacques
Goldman. Alors moi pour le coup, Jean-Jacques Goldman a bercé mon enfance puisque mes parents écoutaient en long, en large et en travers les albums de Jean-Jacques Goldman. Pardon, j'ai oublié de vous mentionner l'auteur, c'est Karine Hazan. Et en gros, il est question du coup donc d'une femme qui s'appelle Karine H. Donc, ah mais en fait c'est autobiographique. J'imagine que c'est autobiographique parce que le personnage s'appelle Karine H, l'auteur s'appelle Karine Hazan. Donc, par déduction, on peut dire que c'est elle. Du coup, elle a 44 ans, elle a vécu, c'est un peu l'enfant des générations de la génération Stone et Bowie, et forcément de Jean-Jacques Goldman, l'idole de son adolescence. Et en fait, donc elle est scénariste parisienne, et elle arrive à Marseille, et en fait, elle décide de rencontrer Jean-Jacques Goldman et de filmer la quête de cette rencontre avec Jean-Jacques Goldman. Et donc du coup forcément elle va passer par les nombreux sosies de Jean-Jacques Goldman et je pense que je pense que c'est assez drôle parce j'imagine qu'elle va se retrouver dans des situations un peu rocambolesques. Et bon alors j'ai pas commencé à le lire, mais pareil, c'est une écriture très agréable, assez aérée. C'est un roman qui fait 230 pages, et il me semble que c'est dans le communiqué de presse, j'aurais dû le prendre, où il était mentionné que c'est une... Alors là, ils le redisent, que c'est une œuvre de fiction, mais c'est pas là, et qu'en gros c'est une œuvre de fiction, mais qui malgré tout se base sur le fait que Goldman aurait vécu quelque temps à Marseille. Ah voilà, c'est ça. Ces événements purement fictionnels se déroulent lors des derniers mois au cours desquels Jean-Jacques Goldman a peut-être résidé à Marseille, soit entre mars et août 2016. Donc voilà, ça se base là-dessus en fait. Et à la fin d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a toute une liste. Elle doit faire référence à plein de chansons de Jean-Jacques parce qu'à la fin, il y a une liste des chansons en fonction des pages dans lesquelles les titres doivent être évoqués. Bref, et puis je trouve la couverture vraiment, vraiment très belle. Enfin bref. Voilà, le petit roman kiff, là, je pense qu'il va vraiment très bien passer. Autre réception, alors là, c'est un pavé. Là, c'est dans le cadre du Grand Prix d'électrice Elle. Ça, c'est un livre, du coup, que nous devions lire pour le mois de novembre, dans la sélection de novembre. En fait, il y a eu des soucis d'envoi, du coup, on l'a reçu que dernièrement. C'est l'accident de chasse. D'ailleurs, je vais enlever ce bandeau. Je sais pas si vous aussi, ça vous agace. Moi, je trouve que ça casse à chaque fois la couverture, qui est en plus absolument magnifique. Ça casse la couverture, en fait, des livres, je trouve. Donc, soit je les jette, soit je m'en sers comme marque-page quand j'ai la flemme d'aller chercher mes jolis marque-pages et que je prends un peu ce que j'ai sous la main. Je prends le bandeau, je sais pas si on appelle ça un bandeau, enfin voilà. Accident de chasse de David L. Carlson et Landis Blair. C'est édité chez Sonatine, Chicago 1959. Charlie Rizzo croit tout connaître de son père. Jusqu'au jour où la police frappe à leur porte, Matt Rizzo choisit alors de dévoiler la vérité à son fils. Roman graphique à la puissance expressive sans pareil, tiré de faits réels. L'accident de chasse est une ode bouleversante à la rédemption et au pouvoir sans limite de la littérature. Et alors, je lis peu de romans graphiques. Je dois en lire, allez, un tous les 2 mois peut-être. Et pourtant j'adore quand j'en lis. C'est juste qu'en fait, j'ai tellement pas l'habitude que quand je me dis j'aimerais bien en lire un, je ne sais absolument pas vers quoi me diriger. Quel roman graphique choisir. Je suis complètement perdue en fait dans les romans graphiques. Du coup, quand j'en lis, c'est parce qu'on m'en met dans les mains sans me poser la question. Et du coup, à chaque fois, j'apprécie. Et alors là, d'ailleurs, le dernier, je vous en ai pas parlé, je crois. Le dernier que j'ai apprécié et que j'ai pas encore terminé parce que je trouve que c'est pas un roman graphique qu'on lit d'une traite parce qu'il y a tellement de détails. Je l'ai là. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Si vous ne connaissez pas ce roman graphique, allez regarder sur internet, tapez moi ce que j'aime, c'est les monstres et juste regardez quelques planches. En fait, la nana, elle a dessiné
toute cette histoire sur un cahier à spirale. Et les dessins, mais les dessins sont complètement dingues, ce qui fait que j'arrive absolument pas à avancer de façon fluide. Je m'arrête sur chaque page, je regarde chaque détail et j'avance pas en fait, j'avance absolument pas. Mais pour tout vous dire, ça fait bien, c'est une collègue à moi qui me l'a prêté. Franchement, sans rire, ça fait bien peut-être 6 mois que je l'ai, facile, et je l'ai toujours pas terminé en fait. Donc voilà. Et là, on est sur, je vais essayer de vous trouver des planches pour vous montrer un petit peu les dessins. On est sur des planches comme ça qui, pareil, sont vraiment super. Ça fait un peu impression bic noir, comme si on avait un peu... de toute façon, on le voit dans le détail, c'est comme si on avait gribouillé, en fait. Dans le détail, ça fait vraiment de la gribouille, quoi. Sauf que ça fait un dessin absolument sublime. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'est vraiment le style de dessin qui ressort dans le livre. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres pages un peu différentes, voilà, comme là, par exemple. Il y a des doubles comme ça qui sortent un peu de la, comment on peut dire, de la plume, de la bille qui est utilisée dans le roman. Donc c'est très sombre en fait. C'est très très sombre. Alors est-ce que l'histoire est aussi sombre que ça? Compte tenu de ce que je vous ai lu du résumé, ça a l'air. Compte tenu du titre, l'accident de chasse, ça a l'air aussi. Ah bah alors là, on peut pas faire plus sombre, hein, les gars. Hein. C'est évanouissement total. Et juste avant, non mais j'adore. On a cette espèce de rétine là. Oh, non mais ce livre est magnifique. Je suis vraiment trop contente qu'il ait fait partie de la sélection du Grand Prix des lectrices. Parce qu'encore une fois, sans ce prix, il y a plein de livres, notamment celui-ci, vers lesquels je ne serais absolument pas allée de moi-même. Et du coup, ça tombe super bien. Donc, l'accident de chasse que je n'ai pas encore lu et qu'il faut absolument que je lise. Autre réception, là, c'est de la part de... Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une nouvelle collection des éditions J.C. Lattès qui s'appelle La Grenade. Et en fait, j'ai participé à un concours sur Instagram et du coup, j'ai remporté cet exemplaire. Noces de Jasmin d'Ella Fekki. Et en fait, je viens de me rendre compte, non mais je suis vraiment nulle. Enfin, je suis vraiment nulle. J'avais pas du tout fait attention, mais je viens de me rendre compte qu'il était dédicacé par l'auteur. Je l'avais pas vu. J'avais pas vu. C'est vrai que en fait, je reçois peu de livres dédicacés. Du coup, j'ai pas ce réflexe de regarder la première page. Et là, en vous en parlant, je viens de me rendre compte qu'il était dédicacé. Du coup, bah, je suis encore plus contente. Du coup, c'est Noces de Jasmin d'Ella Fekki, donc qui parle de la fameuse révolution qui a eu lieu en Tunisie. Janvier 2011, les journaux sont censurés, les informations se diffusent sur internet et un murmure parcourt la Tunisie. La rue gronde. Mehdi, un jeune journaliste, tourne en rond dans sa cellule sans savoir ce qu'il va devenir. La cellule, elle, c'est tout. Elle a vu ce que les geôliers ont fait aux autres prisonniers. Dehors, Essia s'inquiète de la disparition de Mehdi, son nouvel amour. Elle part à Sfax, sa ville d'origine, pour tenter de le retrouver. À Tunis, Yassine, le père d'Essia, se rappelle l'indépendance. D'ailleurs, il a mal sous le pied gauche comme au départ des Français en 56. Mehdi est encore le seul à le comprendre, c'est une révolution. Donc en gros, c'est voilà, Ella Fekki qui décrit la révolution de Jasmin de l'intérieur. Et en fait, c'est chaque chapitre, c'est du coup un personnage. Donc il y a Essia, Yassine, la cellule qui du coup est personnifiée. La cellule, il y a Mehdi, Essia de nouveau, enfin voilà, c'est tous ces personnages qui du coup, dans une temporalité, du coup, comme un quoi? Comme un journal de bord en fait, qui du coup raconte un peu, surtout janvier 2011, ce qui se passe pour eux en Tunisie. Donc je remercie encore vraiment la Grenade, enfin les éditions J.C. Lattès, mais du coup l'équipe de la collection, pour m'avoir envoyé cet exemplaire suite à ce concours sur Instagram, mais surtout dédicacé. Je reviens pas de pas m'en être rendu compte. Il va falloir que je me mette à regarder les premières pages vraiment très sérieusement. Autre réception, alors celui-ci, je l'attendais. C'est HarperCollins Poche qui me l'ont envoyé. Je regarde, ma fille maintenant elle va regarder toutes les premières pages. Non, celui-ci n'est pas dédicacé. De Aurélie Janin.
Janin préférait l'hiver. Donc bien entendu, étant donné la saison qu'on passe ici dans les Alpes où il neige à peu près tous les 3 jours en ce moment, ça m'a donné très envie de lire ce livre, mais surtout c'est l'histoire puisqu'il est question d'une mère et sa fille qui décident de se couper totalement du monde de la société qui grouille littéralement pour se réfugier en plein cœur d'une forêt et se couper de ce monde de dingue. Et donc en gros, voilà, elles vont être dans cet écrin rugueux pour vivre loin du mépris du superflu, loin du superflu, donc elles méprisent le superflu. Enfin voilà, c'est... En fait, ça a l'air d'être un sublime roman qui est déjà sorti, puisque là c'est la version poche, mais c'est un premier roman de la part de l'auteur, et qui d'ailleurs, c'était précisé, il me semble, dans le communiqué de presse, qui vit elle-même en pleine forêt. Et d'ailleurs, vous êtes plusieurs, c'est les bords, ça c'est son dernier roman qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ou qui va sortir. J'ai un problème dans les dates, moi, de sortie, je sais jamais si c'est sorti, en cours de sortie, ou si ça va sortir. Mais en tout cas, vous êtes plusieurs à avoir parlé de ce livre sur Instagram. Enfin bref, du coup, moi tous les premiers romans, ça me fascine parce que je trouve ça vraiment très intéressant de voir l'évolution de l'auteur, surtout quand il y a un premier roman mais qu'il y en a d'autres derrière. Donc là, typiquement, c'est son premier roman en poche et donc elle en a sorti un second récemment. Toujours les éditions Charleston qui clairement nous gâtent. La lectrice Charleston, on est tellement gâtés. Là, c'est le doux parfum de la vérité de Lucy Diamond. Alors en fait, ça, il y en a certaines des lectrices qui l'ont lu, il me semble que c'était ça, qui l'ont lu en épreuve non corrigée. Et on avait le choix entre celui-ci et le second, c'était quoi? Antonia, chef d'orchestre, ou la chanson du rayon de lune, je ne sais plus. Mais en tout cas, moi, celui-ci, je ne l'avais pas choisi en ONC, du coup, je ne l'ai pas lu. Mais ils nous l'ont quand même envoyé. Donc, Lucy Diamond, donc j'en parlais tout à l'heure, une auteure qui a un franc succès. Et c'est notre super copine Christelle du compte Les Mycéanes de Cook. Excuse-moi, Christelle, je ne sais pas comment prononcer le nom de ton compte Instagram. Je vous le montre. Ah bah en fait ça va être ça va être un peu à l'envers. Bon, enfin Christelle du compte Les Mycéanes de Cookie. Je vais lui demander à Christelle comment on prononce le nom de son compte Instagram. Mais qui a dit toujours que ce roman était une lecture pétillante, un rayon de soleil qui illuminera vos journées les plus grises. Et j'imagine totalement l'écriture de Lucy Diamond comme ça en fait. Donc voilà, le doux parfum de vérité. De quoi est-il question? Donc c'est Polly qui ne vit que pour son travail dans une grande compagnie financière de la City de Londres. Donc elle a tout sacrifié pour son poste. Pas une seule journée de congé, ni une seule soirée en 15 ans. Et d'un coup, elle va être licenciée et son univers s'effondre. Du coup, elle va renoncer à beaucoup de ses privilèges dus à son emploi et elle va trouver refuge chez sa sœur dans un tout petit village au fin fond du Hampshire. Hampshire, ouais, c'est ça, on dit ça comme ça. Et sauf qu'avec sa sœur, a priori, donc il s'appelle Claire, enfin le Claire en anglais quoi. Et elle ne se parle plus depuis quelques années. En gros, sa sœur est une fille de la campagne et elle, Polly, est devenue une fille de la ville. Du coup, j'imagine qu'elles vont renouer une très belle relation avec des débuts, j'imagine, assez difficiles, surtout quand voilà, on est une femme de la ville et qu'on débarque à la campagne. Pas forcément si simple de s'adapter. Et deux autres réceptions là des ENC, Fille du vent qui a eu le prix de l'héroïne engagée et le parfum de l'exil d'Ondine Kaya. Et je vous ai pas dit, Fille du vent c'est de Mathilde Faure. Celui-ci d'ailleurs il faut que je le lise avant le 31 janvier. D'ailleurs il va falloir que je m'active un peu. En fait pour tout vous dire, je l'ai commencé l'autre soir, j'ai lu un chapitre et en fait ça m'a bloqué. Ce qui m'a bloqué, c'est... Alors, je suis pas du tout contre comment dire, les excès de langage un peu familiers, les gros mots, les insultes, le langage un peu...
ouais, un peu chartier. Enfin, moi-même, des fois, j'en use et j'en abuse parfois même un peu trop. Mais là, c'est genre, putain de radin, bande de crevards. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en fait, enfin, c'est-à-dire que ce que je lis, en gros, ça va pas vous choquer, mais c'est juste que c'est très redondant. Après, ah voilà, espèce de connard de merde, d'enculé, malade, niqué, je vais te défoncer, tous vous défoncer. Voilà. Mais, donc, si on sort la phrase de son contexte, on peut se dire, oh mon Dieu, si ce roman, c'est ça, sur, après il est court, hein, sur presque 200 pages, ça va être un peu lourd. Sauf qu'en fait, en remettant les choses dans leur contexte, on comprend. Et clairement, je comprends en fait l'utilisation de ce langage par l'écrivain, puisqu'en fait, on est au cœur d'un foyer pour adolescentes à Argenteuil. Donc en fait, oui, clairement, elles ne peuvent que parler comme ça. Et c'est logique. Et j'ai envie de dire, heureusement, si elles avaient employé un langage, un tout autre langage ultra soutenu qui ne correspondait pas du tout à leur vie, ça m'aurait peut-être un peu plus marqué. J'aurais dit non mais revenons un peu dans le réel quoi. Bon, là on est clairement dans le réel. Il s'agit de 3 adolescentes dans un foyer pour jeunes. Mais je sais pas, ce soir-là j'étais pas du tout là-dedans et ça m'a un peu heurtée en fait. Voilà, ça m'a un peu heurtée, mais je comprends tout à fait l'emploi de ce langage. Hein. Ceci dit, c'est pas voilà, encore une fois, c'est pas choquant, mais c'est juste qu'à ce moment-là, j'étais pas prête à ça. Mais dans tous les cas, enfin voilà, il faut que je lise et je suis sûre que ça va être très très bien. Mais là, sur les 5 premières pages, ça m'a un peu heurté. Le parfum de l'exil, qui sort le 14 avril, un roman subtil et puissant qui laisse un sillage inoubliable. C'est Tatiana de Rona qui a dit cela sur ce roman. De Beyrouth à Paris, un roman puissant et empli de poésie qui évoque les liens mère-fille, la transmission des traumatismes et rend hommage à la capacité de résilience de l'être humain. Voilà, voilà, voilà. Et ben, alors, c'est un roman sur les relations mère-fille. Ça va plutôt bien me parler. Ça va plutôt bien me parler. Ouh, par contre, l'écriture est toute petite. Ouh, l'écriture est petite. Enfin, est petite. Ça va, hein, faut pas non plus... j'ai pas besoin d'une loupe pour le lire, mais... Ah, mais j'ai plus l'habitude des écritures toutes petites comme ça. Enfin, bref. Voilà, un roman à lire dans le cadre du programme des lectrices Charleston. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Alors, j'ai un petit peu parlé avec Sarah du compte, mince, Sarah, désolée, j'ai perdu le nom de ton compte. Je vous le mets quelque part dans la vidéo, qui a lancé un challenge classique qui s'appelle l'empoche classique, où en gros, sur l'année 2021, elle nous invite à lire avec elle plusieurs classiques. Et le premier, c'était Anna Karénine de Tolstoï. Clairement, quand j'ai vu le pavé, alors j'ai fait des études de lettres, de licence de lettres modernes, et on a eu Anna Karénine à lire. Ça fait très longtemps, très très longtemps que je l'avais lu, et je me demande même si, honte à moi, dans le cadre des cours, j'avais un peu fait l'impasse sur ce roman. Toujours est-il que soit je ne l'ai pas lu, soit j'en ai mais un souvenir absolument absent. Du coup, je me suis dit, ah bah tiens, c'est la belle aubaine. En plus, je lis pas beaucoup de classiques, sûrement parce que j'en ai avalé beaucoup pendant mes études. Et du coup, ouais, les classiques, j'ai fait un peu l'overdose, quoi. Du coup, même si ceci dit, j'en ai découvert des très très bons. Notamment, il y en a 2 que j'ai retenus et je m'en souviens encore tellement ils m'ont marqué. C'est La peau de chagrin de Balzac et La bête humaine de Zola. 2 romans de 2 auteurs quand même des mastodontes de la littérature française dont je n'avais jamais entendu parler. Et ces 2 titres, enfin ces deux romans là, La bête humaine de Zola et La peau de chagrin de Balzac, sont vraiment excellents. Donc d'ailleurs, ça me donne envie de les relire. Bref, j'ai d'autres livres à lire avant, mais tout ça pour vous dire que les classiques, j'en ai bouffé pendant mes études, donc j'en lis peu, voire pas du tout. Sauf peut-être enfin c'est pas sauf peut-être, c'est certainement les Jane Austen, enfin voilà, Jane Austen comme beaucoup je pense
m'a marqué et je relis très agréablement au moins un de ses romans tous les ans. Et du coup, quand j'ai vu ce challenge de Sarah Lampoche classique, j'ai un peu pris peur parce que j'ai vu la pile de livres que j'avais à lire et je lui ai dit franchement, j'ai trop envie, mais j'ai vraiment peur de pas y arriver. Après, elle m'a convaincue en me disant que vraiment chaque jour c'était une vingtaine de pages à lire et clairement la première semaine j'ai tenu la vingtaine de pages chaque jour. Mais alors arrivé le week-end, les 200 pages à lire là, je me suis complètement perdue. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir persisté, c'est-à-dire que je suis allée me balader, j'ai fait une balade d'1 heure. J'avais ma liseuse quand même, je marchais en lisant pour avancer sur le week-end. Et malgré ça, je n'ai pas réussi. Mais je n'abandonne pas pour autant, je continue. Bon, clairement, je suis très, très, très en retard. Mais ce qui me rassure, c'est que les prochains livres, notamment Une chambre à soi de Virginia Woolf, sont assez courts. Du coup, je suis plutôt contente en fait de faire partie de ce challenge, même si je le fais un petit peu à ma sauce parce qu'Anna Karenine, je suis pas trop les autres du groupe qui arrivent à avancer vraiment bien. Mais les autres, voilà, comme ils sont un peu plus courts, je pense que je vais réussir à suivre. Donc là, j'étais donc dans la lecture d'Anna Karenine. Je suis actuellement dans la lecture des gens irréprochables de Zoé Whitall et c'est édité chez Erol. Ça fait un moment que les éditions m'ont envoyé ce roman, je ne l'avais pas commencé. Et là, j'avais envie de changer un petit peu. Et en fait, il est question d'un enseignant, George Woodbury, qui est enseignant, qui est adoré par tous les membres du village d'Avalon. Donc c'est un village... Ah, où est-ce que... Je suis en train de me demander si c'est au Canada ce village ou si c'est, enfin ce village, cette ville, ou si c'est aux États-Unis. Je dirais que c'est plus parce que elle est canadienne, donc je dirais que Avalon est au Canada. C'est pas vraiment précisé, mais en toute logique, on peut imaginer que c'est là-bas. Et donc George Woodbury est un homme adoré par l'ensemble de sa communauté. Avec sa femme, il forme un couple parfait. Ils ont 2 enfants qui ont réussi, donc Andrew et Sadie. Sadie, elle fait partie des élèves les plus intelligents de sa promo au lycée. Andrew, il est parti à New York et il est avocat là-bas. Donc voilà, une famille, somme toute, très parfaite. Et George Woodbury, il a eu la médaille de l'héroïsme parce qu'il a sauvé l'établissement où était sa fille d'un tueur qui était venu avec une carabine et qui avait envie de tuer sa nana qui était la secrétaire du collège. Et le professeur George a sauvé tout le monde. Enfin bref, voilà, bien sous tout rapport. Sauf qu'en fait, un matin, la police débarque et embarque George, qui est accusé du coup de comportement, d'agression sexuelle. Enfin voilà, en gros, ce serait un prédateur sexuel et un pervers. Donc tout le monde tombe des nues, à la fois sa fille, à la fois son fils, à la fois sa femme. Et du coup, on suit un peu chaque chapitre, c'est tous ces personnages, donc Joanne, donc sa femme, Sadie, sa fille, Andrew, son fils, et on va suivre aussi Kevin, qui est le mec de la mère du petit copain de Sadie. Donc Sadie, la fille de George, le prétendu pervers, a un petit copain qui s'appelle Jimmy. Jimmy a une maman qui s'appelle Hélène, et Hélène a un mec qui n'est pas le père de Jimmy, qui s'appelle Kevin. Ça y est, vous me suivez, vous m'avez suivi. Et du coup, ce Kevin est écrivain. Il a écrit un roman il y a une dizaine d'années qui a eu un succès de dingue. Depuis, il a absolument rien écrit. Et en fait, il va décider de profiter de l'occasion, de s'emparer de cette histoire qui se passe à 2 pas de chez lui et d'écrire un roman en choisissant du coup de prendre Sadie comme protagoniste fictif, puisqu'il se défend de dire que c'est un roman fictif. Voilà, donc pour l'instant j'en suis là. J'en suis à un peu plus de la moitié. Ça se lit super bien. L'histoire est chouette. Les personnages sont bien campés. Et je trouve que au-delà du côté très histoire de téléfilm à l'américaine,
je trouve que vraiment l'auteur aborde tous les aspects d'une telle situation. À la fois le côté les habitants, certains habitants qui soutiennent George Woodbury, qui vont dire ah non mais en fait c'est bon, enfin les petites nanas de 17 ans, enfin vous avez vu comment elles s'habillent, en même temps elles méritent que ça. Donc ils défendent plutôt les pervers en disant bah ouais mais bon les pauvres, enfin en même temps on leur met de la viande fraîche, pourquoi ils n'en mangeraient pas. À la fois du coup d'autres personnes qui du coup vont se dire non non mais attendez il y a un problème, c'est pas parce que une jeune femme va s'habiller de façon sexy que d'un coup enfin ça autorise à la violer ou avoir des attouchements, enfin un comportement clairement pervers. Il y a du coup le point de vue de la femme qui elle se dit alors je tombe des nues, je suis pas au courant. Deux, elle culpabilise parce qu'elle se dit je suis sa femme, je le vois tous les jours, je dors avec lui, je vis avec lui et je ne me suis rendu compte de rien. Donc elle culpabilise et limite elle se rend complice en fait de façon complètement inconsciente du crime de son mari. Il y a du coup Sadie qui est une petite jeune de 17 ans qui elle est ultra féministe, très intelligente, qui aime son père mais qui en même temps se dit attends peut-être que il a fait quelque chose, enfin c'est possible et du coup qui du coup est un petit peu perdue, sait pas quoi penser, elle a honte d'aller voir son père, elle sait plus trop quelle attitude avoir avec lui quand il va en prison et qu'elle doit aller le voir, et elle a pas envie d'aller le voir en fait. Il y a le fils, lui, qui est du coup homosexuel et qui a quitté la ville d'Avalon parce que du coup bah forcément à New York on accepte beaucoup plus l'homosexualité que dans une petite ville de province. Qui lui du coup doit aussi faire avec ça puisqu'il rentre dans cette ville d'Avalon où du coup il retrouve tous ses anciens camarades de classe qui du coup à l'époque l'ont beaucoup moqué, et du coup il retourne dans cette ville dans laquelle il retourne très peu et il se retrouve un peu confronté à tout ça. Enfin, je trouve que vraiment sur une histoire comme ça de crime sexuel, de perversité, je trouve que vraiment ce qui fait la qualité de ce roman, c'est que l'auteur arrive à vraiment aborder tous les points de vue sans forcément nous dire il faut penser ça, il faut penser ça. D'ailleurs, à plusieurs reprises, les personnages ont des phrases du type c'est pas ou tout noir ou tout blanc, ou genre c'est pas aussi tranché que ça. Et je trouve que du coup, elle joue sur cette subtilité des avis, des opinions, sur l'innocence malgré tout présumée du papa tant qu'il est pas jugé coupable. Et du coup, je trouve que c'est traité assez intelligemment. Bon, bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce roman, Les gens irréprochables, édité chez Erol. Un autre livre, alors celui-ci je l'ai terminé, donc il y a le marque-page parce que mon chéri est en train de le lire et il adore aussi. C'est de Christelle Duchamp, Le sang des Belasco, qui est sorti la semaine dernière ou en début de semaine, édité chez l'Archipel, c'est ça L'Archipel. Alors ce roman, c'est clairement mon premier coup de cœur de l'année 2021. Pour quelles raisons? Alors déjà, je suis toujours très admirative des auteurs de polar, on peut qualifier ça de polar, thriller, qui arrivent à mêler suspense tout en brossant une histoire ultra bien ficelée, ultra intelligente, avec des personnages super bien campés, dans un format relativement court. Et ça, je suis toujours super admirative parce que les formats courts, c'est toujours le risque de se dire à la fin, et ça m'est souvent arrivé de se dire ah non mais là moi je veux aller plus loin en fait, j'en ai pas assez, il en manque en fait, l'auteur est pas allé assez loin, l'histoire est cool mais où elle reste en fait, enfin clairement. Et là voilà, c'est pas long, je l'ai lu en peut-être 2 soirées et franchement c'est tellement bien, c'est tellement bien écrit, c'est tellement fluide. Et elle a écrit l'année dernière, en 2020, L'art du meurtre, Christelle Duchamp, que je n'ai pas lu, qui a été salué d'ailleurs par... qui a été salué par la critique et le public. Enfin bref. Et c'était un polar addictif et original, dit Le Parisien. Clairement, et ben, ce nouveau polar est addictif également et original. Donc, pour vous raconter l'histoire, en gros, moi je me souviens plus des prénoms des parents. En gros, c'est un couple... Mince, j'ai perdu les prénoms des parents. Ah bah alors ça, c'est bête.
André. Voilà, le père c'est André. Et le nom de la mère, je l'ai plus. Bref. C'est André Belasco, du coup, et sa femme, qui vivent en Provence dans une super belle maison d'architecte qui est entourée, du coup, du vignoble des Belasco, qui, du coup, a une réputation renommée dans le milieu. Et en fait, c'est une maison et c'est un vignoble qui se transmet de génération en génération. Et le couple Belasco, du coup, a 5 enfants. Il y a Garance, Solène, David, Mathieu et Philippe. Il me semble que c'est ça, il en manque aucun. Qui du coup ne vivent plus chez leurs parents, bien entendu, qui voilà, ont chacun leur vie. En fait, leur maman, du coup, décède, et quelques mois après, meurt, du coup, le papa d'un cancer. Et en fait, il a demandé à ce que ses enfants se réunissent dans cette maison pour lire son testament. Donc dans les enfants, il y a du coup beaucoup de conflits, beaucoup de rancœur, beaucoup de jalousie, surtout qu'on est dans une famille qui vit bien, avec de gros moyens, et du coup sur des enfants qui ont des destins assez aisée, on va dire. Garance, elle, est une chef étoilée, mais qui, du coup, suite à une mauvaise critique, a vu sa réputation entachée. On a Mathieu, qui a une femme et un enfant, je crois, mais qui, du coup, est en proie à l'alcool et à la consommation de drogue. On a David, qui, lui, travaille dans le milieu de la finance, la bourse, enfin, qui a très bien réussi sa vie. Philippe aussi a très bien réussi sa vie, mais lui, cumule les divorces. Enfin, ils ont chacun, en fait, tout pour... ils avaient chacun tout pour réussir et tout pour se façonner une belle vie. Mais au final, on sent que au fond d'eux, il y a une partie assez sombre, assez noire. Et on ne sait pas pourquoi. Et en gros, ils se retrouvent dans cette maison qui s'appelle la Casa de Velasco. Et en gros, cette maison, l'auteur l'a fait parler, puisque la maison du coup est personnifiée sur certains chapitres, puisque la maison, sur toutes ses générations et sur toute la vie des enfants Belasco, a été témoin de choses. Donc du coup, l'auteur fait parler la maison et elle fait parler chaque frère et sœur. Et du coup, ils se retrouvent, donc forcément certains se retrouvent après un conflit et ne se sont pas vus pendant plusieurs années, donc on sent qu'il y a une espèce de tension qui est clairement palpable, une espèce de nervosité, une fébrilité à chaque page, et on se dit comment ça va se finir, et c'est un huis clos en fait dans cette maison qui en plus je trouve fait flipper dans les descriptions, parce que du coup en plus je trouve que je l'imagine complètement comme ça, une espèce de maison d'architecte, des espèces de cubes ultra rectilignes, très froids, une espèce d'ambiance un peu glaciale à l'image en fait de l'ambiance entre les frères et sœurs. Et ça part dans une horreur, mais ouais, en fait, je me dis, il faut adapter ce livre au cinéma et en faire un espèce de thriller, film d'horreur sanguinolent, là. Mais en fait, c'est pas, on n'est pas sur un truc, je parle de sanguinolent, ça y est, vous allez imaginer les jets de sang éclaboussants, le piano en bois d'ébène, le miroir, le meuble en acajou. Mais en fait, non, c'est... je peux pas trop vous en dire en fait. Enfin bon, bref, lisez-le. C'est vraiment mon premier coup de cœur de l'année. J'ai adoré et je remercie vraiment encore les éditions L'Archipel, parce que vous avez vu juste en me permettant de lire ce livre. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup plu. Autre livre terminé, c'est Déborah Lévy, Le coût de la vie, des éditions du Sous-sol, que je ne connaissais pas, que je lis dans le cadre du Grand Prix des lectrices du magazine Elle. Là, il s'agit d'un récit autobiographique de Déborah Lévy. Alors, je lis très peu de récits autobiographiques. Les seuls récits autobiographiques que je lis systématiquement sont ceux de Patti Smith, que je relis, enfin je rate aucune des sorties, parce que ces récits autobiographiques sont... C'est pas seulement des récits autobiographiques, j'en ai déjà parlé ici, c'est aussi des récits vraiment très poétiques, solaires, méditatifs. Bref, j'adore. Là, alors, pas du tout. On est sur, du coup, une femme, donc Déborah Lévy, qui a une cinquantaine d'années, qui vient de divorcer et qui se retrouve à devoir aller vivre dans un appartement un peu glauque et un peu délabré au sommet d'une colline aux alentours de Londres. Et du coup, dans la vie, Déborah Lévy écrit.
et elle ne peut clairement pas écrire dans cet espace. Et du coup, elle trouve une voisine ou une amie, je ne sais plus, qui au fond de son jardin a une petite cabanon, et elle lui dit bah écoute, installe-toi là, en fait, il y a des étagères pour mettre tes livres. Voilà, le seul truc qui doit rester, c'est les cendres de qui? Je sais plus. Enfin, dans cette cabane, il y a les cendres de son mari, son chien, je ne sais plus. En gros, qui doivent rester, mais bon, bref, en gros, installe-toi là et écris, quoi. Et du coup, elle relate un petit peu toute cette période d'une femme fraîchement divorcée qui doit subvenir à ses besoins, elle prend un vélo électrique et elle doit pédaler à la sueur de son front pour rentrer au sommet de cette colline dans son appartement. Enfin, c'est vraiment un peu cette femme qui du coup reprend sa vie aux mains, mais pour autant elle tâtonne, elle cherche, elle, elle hésite, elle est débrouille en même temps. Enfin, c'est une espèce d'atmosphère comme ça. Je sais pas comment vous décrire l'atmosphère. C'est un peu une atmosphère, c'est comme si elle essayait de se reconstituer un cocon, donc un cocon familial et un cocon professionnel avec cette petite cabane. Et du coup, chaque cocon, elle essaye en fait de l'agrémenter de petites touches comme ça, de petites touches anecdotiques, d'ambiance, et en fait elle nous plonge comme ça dans cette ambiance et dans ces pensées de femmes divorcées. Enfin, voilà, c'est très... Ouais, c'est marqué éblouissant d'intelligence et de clarté. Et d'humour aussi. Nous avons été... non mais toujours cette mèche en fait, hein, qui n'en fait qu'à sa tête. Nous avons été coupés forcément. J'étais à 40 minutes de vidéo, donc à un moment, mon téléphone n'est pas content et n'avait absolument plus d'espace de stockage. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je m'étais fait un thé. Ça fait 40 minutes que ça infuse. 1, ça doit être froid, et 2, ça doit être super fort. Donc, je vais voir, je vais me le réchauffer, j'essaierai peut-être de le boire. Bref, j'en étais où Oui, donc je disais, je sais plus où j'en étais, du coup, j'espère que je vais pas faire de redite. Donc ce roman, pas un gros coup de cœur, enfin voilà, c'est cool de l'avoir découvert grâce au Grand Prix des lectrices, mais j'y serais absolument pas allée de moi-même, comme je vous l'ai dit, parce que du coup les récits autobiographiques, ce n'est pas ce que je lis habituellement. Mais voilà, c'est une bonne petite lecture, ça se lit bien, c'est cool, mais j'en conserverai pas, pardon, une trace indélébile, hein, on va dire ça comme ça. Autre livre terminé, que j'ai terminé la semaine dernière, mais je voulais absolument vous en parler. Il s'agit du dernier Virginie Noir, La nuit infinie des mers. J'avais lu son premier roman l'année dernière, Le corps d'après, qui avait été un immense coup de cœur, surtout qu'en fait j'avais lu ce livre quelques semaines après mon accouchement. En gros, c'est un livre qui parle justement de la femme et de son corps après l'accouchement. Donc, elle parle d'une femme, du coup, dans ce fameux corps d'après, après la délivrance, après l'accouchement. Et de tout ce qui nous traverse un petit peu l'esprit, tout ce qui nous bouscule et tout ce chamboulement en fait qui nous arrive un peu comme ça, même si on a 9 mois pour s'y préparer. D'ailleurs, elle en parle un petit peu de ça, de ces 9 mois. Il n'empêche que même si on l'attend avec une impatience dingue, cet enfant, le corps après, hein, il douille un peu. C'est pas si simple que ça. Et d'ailleurs, alors ce n'est pas une chaîne pour parler de ce genre de sujet, mais je trouve que on cache quand même certaines choses aux femmes avant d'accoucher. Moi, il y a des choses, j'étais pas prévenue. Pourtant, hein, j'avais fait des recherches. Et ben, voilà, mes recherches n'avaient pas suffi a priori. Bon, enfin bref, c'est totalement surmontable, mais c'est juste que le corps d'après, comme le dit très bien le titre du premier roman de Virginie Noir, eh ben, il douille un chouïa quand même. Du coup, là, La nuit infinie des mers, on revient du coup avec une mère célibataire. Alors moi j'ai cherché, je sais pas pourquoi j'ai commencé cette lecture en cherchant la suite du corps d'après, en me disant bon bah voilà on a suivi cette femme après son accouchement et du coup peut-être que là maintenant on va aborder plutôt le côté maternel, comment est-ce qu'on fait pour équilibrer sa vie de femme, sa vie de maman, voilà je sais pas pourquoi je m'étais dit ça dans ma tête. Alors en réalité
c'est pas le même personnage, mais il y a un petit peu de ça quand même. Donc là, il s'agit d'une mère qui du coup devient célibataire puisque son conjoint part en fait clairement de la maison. Et elle se retrouve avec un bébé en bas âge qui allait toujours et une petite fille. Et en gros, c'est un peu comment aujourd'hui, en tant que mère célibataire, on fait pour ne pas péter un câble et s'en sortir et ne pas se laisser sombrer dans le sommeil avec cette fatigue accumulée. Et j'aime bien parce que en fait, c'est comme dans le corps d'après, elle dit en fait des vérités. Elle balance de façon très frontale et très crue des vérités que personne n'ose se dire. Moi, elle a des propos que je n'ai entendus d'aucune femme, d'aucune maman. Et bon sang, ça fait du bien en fait d'avoir cette femme qui écrit et qui balance ce genre de vérité sans détour en fait, sans fioriture en disant c'est ça en fait, ça se passe comme ça et voilà ce qui nous passe par la tête. Par exemple, et moi je sais que c'est une pensée que j'ai déjà eue, c'est complètement ridicule, surtout qu'en plus je suis pas mère célibataire, mais j'ai déjà eu cette pensée, où en gros elle se dit, je suis mère célibataire, je suis chez moi avec mes 2 enfants, imaginons je m'évanouis, imaginons j'ai un malaise, imaginons il se passe quelque chose, je suis blessée, je fais une crise cardiaque ou j'en sais rien, et en fait la question qu'elle se pose c'est, à partir de quel moment le voisin d'à côté va trouver que les pleurs de mes enfants sont assez louches et assez intensifs pour prévenir quelqu'un, prévenir la police, la gendarmerie ou tout simplement venir toquer à ma porte. Et en fait, elle a ce genre de pensée. Et ouais, et clairement, j'ai déjà eu ce genre de pensée à me dire, mais si demain il m'arrive un truc, il est tout seul dans l'appart, qui en fait, qui vient et est-ce que le voisin se dira oh là là, cet enfant il est encore en train de pleurer ou est-ce qu'il se dira c'est bizarre quand même, il doit se passer quelque chose, enfin bref. Et ce ne sont que des pensées comme ça où par exemple elle se dit mon mec a eu le droit de partir, personne ne lui a dit bon sang t'exagères de quitter ta famille comme ça, non en fait c'est plus l'homme a le droit de partir et s'il part il est presque excusé parce que c'est que ça doit pas se passer bien à la maison, ou peut-être que sa femme ne s'occupe pas assez de lui, ou peut-être que c'est vrai qu'un homme a besoin de liberté, donc après tout, pourquoi rester? En fait, on l'excuse, l'homme qui part, et elle se dit, moi, mère, si demain je pars et que je laisse mes enfants, ah mais en fait, je suis la pire des raclures, quoi. C'est-à-dire que, voilà, je ne peux qu'avoir honte, je suis une mauvaise personne, je suis une mauvaise mère, enfin voilà, en gros, elle dépeint sur tout ce roman, genre, la mère n'a pas le droit de flancher en fait et je ressens tellement sa fatigue en fait dans ce roman de sa fatigue en plus elle est mère célibataire, son mec l'a lâchée, elle a pas trop de thunes, elle veut pas demander de l'aide à sa propre mère à elle et en fait et elle parle de cette fatigue du sommeil dans lequel elle aimerait juste plonger pour juste lâcher prise et en fait non, elle ne peut tout simplement pas en fait. Donc enfin voilà, encore un coup de cœur quoi. Virginie Noir qui ne mâche pas ses mots et merci de ne pas mâcher ses mots sur ce genre de sujet. Ça fait tellement de bien, ça déculpabilise mais tellement. Donc voilà, et en plus j'adore cette illustration. Bon, du coup, clairement, là, le téléphone n'en peut plus. Il va vraiment falloir que je le vide. Ça a encore coupé. Du coup, voilà. Si ces thématiques, en fait, vous intéressent, clairement, lisez les 2 romans de Virginie Noir, Le corps d'après et La nuit infinie des mers, édités chez François Bourrin. D'excellents romans, juste très, très, très sincères, sans détour. Et ça fait un bien fou. Voilà du coup pour les réceptions de ces derniers 7-15 jours, mes petites lectures de ces derniers jours. Je vous reprends, j'espère avoir le temps, je vous reprends la semaine prochaine avec du coup, j'espère 3-4 livres terminés dans la semaine. Je croise les doigts pour y arriver. Et peut-être des réceptions que je partagerai avec vous. À plus!